Les expatriés, vous connaissez évidemment ce terme. J'ai fait de l'expat et on va en parler avec Alix Carnot. Bonjour Alix. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, directrice générale d'Expat Communication. Et vous avez bien un baromètre qui permet d'avoir une photographie de la situation des expatriés, je dirais presque sociologique, et puis je dirais sur le plan du marché. D'abord, ce baromètre, il nous dit une chose, c'est qu'il y a un resserrement quand même des contrats d'expat et que de plus en plus, on prend du contrat local. Donc il y a moins d'expatriés, ça vous le confirmez? Je ne le dirais pas comme ça. On a de plus en plus de contrats locaux, ce qui fait qu'au final, la part de ceux qui sont en contrat d'expatriation dans le total diminue. Mais c'est parce que la part totale diminue. Les contrats d'expat d'entreprise, ils ont diminué depuis les années 90, ils se tassent. Il y a évidemment une grosse baisse avec le Covid. Et pour l'instant, ça reprend pas mal. Je précise, Alix, quand vous dites les contrats locaux, c'est-à-dire que ce n'est pas les contrats d'expat où on emmenait la famille, l'école était payée, tout était payé, et payé avec le salaire français de Total, L'Oréal et j'en passe. Non, on vous dit vous allez partir au Mexique, mais en contrat local. Il y a un continuum. Il y a toujours. C'est plus fragile. Ah bien sûr, mais il y a toujours le contrat full expat avec tous les avantages dans les très grosses entreprises ou les plus petites. Et puis après, il y a des contrats où on se dit, bon, bah là, soit c'est peut-être pas la peine de mettre un expat, soit, en fait, de plus en plus, c'est les gens qui veulent partir en expatriation. Pour plein de raisons, on pourra reparler. Mais si c'est eux qui veulent partir, pourquoi les accompagner comme quelqu'un à qui on leur est demandé ? Et puis il y en a, c'est pas très clair. C'est un peu, il aimerait bien partir, l'entreprise en a besoin aussi. Donc on va faire un système mixte, qu'on va appeler Local Plus, avec certains des avantages du contrat d'expat, mais pas tous. Donc voilà, il y a plein de types de contrats. Il y a plusieurs sujets soulevés dans le baromètre. Une inflation de la charge mentale. Et puis on parlera aussi des enjeux de scolarité et des enjeux écologiques, parce qu'il y a évidemment chaque pays a ses enjeux, on l'a vu dans la crise agricole. Mais d'abord, la charge mentale, c'est quoi? Comment elle se manifeste? Alors, la charge mentale, on a regardé au départ, parce qu'on travaille beaucoup sur les écarts de perception entre les hommes et les femmes en expatriation. Quand on parle femmes au boulot, femmes, machin, on a souvent tendance à regarder la charge mentale. Donc on se dit, on va regarder ce que ça donne. Et bien, surprise, ceux qui ont la plus grosse charge mentale en expatriation, c'est pas une question d'homme ou de femme, c'est une question de collaborateur ou de conjoint. Tout le monde a une charge mentale qui augmente en expatriation. Ouais. C'est normal. Ouais, si vous êtes à cheval sur 2 pays, la complexité augmente. L'intégration, l'arrivée. Les papiers. Donc même ceux qui partent à la retraite en expat disent ma charge mentale a augmenté alors qu'ils sont retraités, mais parce qu'il y a un niveau de complexité qui est élevé. Jusqu'ici, c'est logique. Mais ceux pour qui la charge mentale est vraiment la plus forte, et on est 2 points au-dessus des autres sur une échelle de 1 à 10, donc c'est beaucoup, c'est ceux qui sont les collaborateurs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une charge mentale liée au job qui est puissante. Un expat, on parlait de contrat local ou contrat d'expat, ça coûte cher. Donc il faut qu'il ait des résultats. Il faut qu'il soit performant dès le premier jour. Parce qu'il sait tout de suite qu'il coûte cher, lui. Hein. Exactement, et on le lui rappelle souvent, ou de toute façon, c'est des gens impliqués, ils le savent d'eux-mêmes. Sauf qu'ils arrivent dans un environnement où ils comprennent rien. Enfin, souvent, ils ne comprennent pas la langue, c'est complexe, c'est loin de chez eux. Donc c'est un choc. Ils sont attendus, ils sont l'œil de Moscou. Et en même temps, il y a une obligation à performer rapidement. Évidemment. Ça, c'est au boulot. Mais à la maison, ils sont celui ou celle pour qui la famille est partie. Et donc là aussi... Le coupable. Quand ça se passe mal, c'est le coupable. Ah, tu nous as fait partir à l'autre bout du monde pour ce truc. Généralement, ils ont des familles qui sont bien, qui leur disent pas ça. Je veux dire, eux-mêmes se le mettent. Bah oui. On en voit, et c'est Robocop, vous savez, ils ont les épaules qui remontent jusqu'aux épaules. Il y a tellement de stress qu'ils en peuvent. C'est tellement ça. Donc c'est un point de vigilance. Le paradoxe de la scolarité, des enjeux écologiques. Alors la scolarité, ça c'est un point qu'on traite à chaque fois qu'on parle d'expat, mais vous évoquiez la culpabilité de celui qui a embarqué toute la famille, mais il faut que ça suive derrière, il faut que l'école elle soit au niveau. Ça c'est un enjeu, ça. Ça c'est un enjeu. Alors, déjà on a un petit écart de perception qui est rigolo, c'est que selon les pères, ça va beaucoup mieux que selon les mères. On a quand même... La maman est plus inquiète sur la qualité de l'école ? Je ne sais pas très bien si elle est plus exigeante, si elle est plus impliquée, c'est possible aussi. Possible. Ou si elle n'a pas la même façon de dire ce qui est positif ou pas. Tout le monde, évidemment, veut la meilleure école pour ses enfants, ça c'est le postulat de base. Est-ce qu'on choisit l'école locale, l'école française ou l'école internationale ? Il y a les 3 systèmes en expat. Au choix du collaborateur ou c'est l'entreprise ? Parce qu'il y a des coûts quand même derrière tout ça. Hein. Il y a d'abord un enjeu de disponibilité. Si vous êtes dans une petite ville, il n'y a peut-être pas d'école française. C'est vrai. Ou même d'école internationale. Après, il y a un enjeu financier. L'école française, ça coûte entre 10 000 € par an minimum et ça va jusqu'à 30 dans certaines destinations.
Donc, est-ce qu'il y a prise en charge par l'entreprise ou pas? Est-ce qu'on est un local plus, en contrat d'expat, ou un pur local où on se débrouille? Maintenant, il peut y avoir des bourses. Ça bloque certainement, parce qu'en fait, dans l'école locale, il faut parler la langue du pays. Donc, c'est très compliqué pour l'enfant. Oui, et l'idée que les enfants sont des éponges, moi j'ai été expat avec 4 enfants, ils ne sont pas tous, je crois que vous allez parler neurodiversité après, ils ne sont pas tous pareils les enfants, et l'idée de, allez mon chéri, tu vas apprendre très vite. Tu vas parler japonais dans 15 jours, ils n'y arrivent pas tous, hein, loin de là. Et puis ça dépend si on est là pour 10 ans, auquel cas ça vaut le coup. Ou 3 ans. Ou si on déménage tous les 2-3 ans, auquel cas on ne peut pas imposer ça aux enfants. Ce qui est sûr, c'est qu'après en termes de satisfaction, il y a un écart entre le groupe école internationale, école française, avec des bons résultats de satisfaction, clairement, et l'école locale où c'est un peu moins bon. Merci Alix Carnot. On peut le voir où ce baromètre sur votre site, Expat Vous pouvez Communication. le voir sur le site expatcommunication.com dans la rubrique baromètre. Baromètre, photographie de la situation de l'expatriation avec l'augmentation, c'est ce qui ressort, des contrats locaux. On est bien d'accord. Absolument. Je l'ai bien dit là. Tout à fait. Bravo. Merci Alix Carnot, directrice générale d'Expat Communication. Merci de nous avoir rendu visite. Directrice associée. Directrice associée. C'est aussi bien. Mais c'est presque ça. C'est mieux, ça veut dire qu'on dirige à deux. Et bien. vous dirigez donc fondatrice. Même pas, repreneuse. Repreneuse. On saura tout. Merci Alix d'être venue nous rendre visite. Justement, on s'intéresse, et vous nous avez fait le lancement d'ailleurs de notre débat, à la dyslexie, à la neurodiversité. Qu'est-ce que c'est exactement? On en parle avec nos invités, 2 experts de ce sujet.